Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Qui ne mâche pas ses mots. Qui cogne même, qui cogne avec les mots. Tu rentres dans une cage de combat, tu ne vois pas la mort potentiellement. Quand je vois l'injustice et que je sais que c'est de l'injustice, je peux pas fermer ma gueule. La préparation d'un combat, elle doit être plus dure que le combat lui-même. Le mythe du self-made man, faut arrêter. S'enrichir seul, c'est une illusion. Ceux qui réussissent vraiment, en fait, ils s'entourent, ils s'alignent avec les bons. Tu veux lancer un business, investir, avancer, mais t'as ni capital, ni réseau, ni repère. Tu tournes en rond, quoi. Et tu crois encore que la clé, c'est faire tout seul ? Eh ben, tu as rendez-vous avec des experts à la date indiquée à l'écran. On te montre les piliers concrets de l'enrichissement. Bourse, mindset, immobilier, des leviers accessibles, une méthode, un cercle. Et c'est 100% gratuit. Tu veux évoluer ? Commence par ton entourage. Clique sur le lien. Inscris-toi et rejoins un écosystème qui propulse. Pas demain, mais maintenant. La solitude, c'est pour se recueillir. Pour réussir, il faut savoir se réunir. Alors, à l'action. Clique sur le lien. Ciao. Bonjour, bienvenue dans les funérailles des tabous. Dans toutes les sociétés, les lanceurs d'alerte occupent une place très ambiguë. Parfois perçus comme des héros, parfois traités en parias, ils incarnent une question essentielle. Faut-il briser le silence au prix du confort collectif ou individuel ? Faut-il pointer du doigt ce que beaucoup préfèrent ignorer ? Ce phénomène n'est pas réservé aux grandes affaires politiques ou aux scandales économiques. Il traverse tous les milieux, tous les secteurs, la santé, l'éducation, la culture et le sport. Le sport. C'est précisément ce type de dynamique qui nous intéresse, ici, sur les funérailles des tabous. Notre audience, ce sont des esprits libres. Des hommes et des femmes qui refusent d'accepter les vérités toutes faites. Qui interrogent les normes, qui veulent comprendre ce qui se cache derrière les discours officiels. À travers nos thématiques, qu'elles touchent l'histoire, l'identité, la spiritualité ou la réussite personnelle, nous avons toujours cherché à offrir un espace où la parole peut se libérer. Où l'intelligence critique n'est pas une option, mais une nécessité. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle version des funérailles des tabous. Le podcast. Un format podcast plus intime, plus profond, conçu pour aller au-delà des apparences, explorer sans contrainte, les vérités parfois dérangeantes. Alors, je me présente, je suis Christian Kamschwang, votre présentateur. À mes côtés, je suis honoré d'être accompagné d'un homme de l'ombre, mais essentiel à la lumière de cette émission. Philippe Fabignon, le producteur exigeant, bâtisseur discret de vérités émergentes. Philippe, c'est celui qui, tel un orfèvre, sait repérer les silences lourds de sens, structurer les espaces de parole et créer les conditions pour que les tabous tombent d'eux-mêmes. Dans une thématique aussi délicate que celle des lanceurs d'alerte, son regard en coulisses est aussi précieux qu'un phare dans une mer agitée. Waouh. Écoute, merci beaucoup Christian pour cette description très élogieuse. De mon côté, j'essaie juste de mettre cette émission comme il se doit pour qu'elle puisse éclairer, amener de la conscience, qu'elle soit collective, aussi pour qu'elle soit aussi, comme on le disait, j'en parlais avec notre invité que vous allez découvrir, qu'elle puisse être et communautaire, mais et aussi pour tous ceux qui se sentent concernés par les afrodescendants de près ou de loin, que si ça puisse être, je vais dire, des jaunes, des blancs, voilà, toute nationalité, toute origine confondue, on est dans l'inclusion et c'est ce que j'essaie de faire. Et aujourd'hui, ce sujet sur, entre guillemets, les lanceurs d'alerte, ou en tout cas ceux qui disent les vérités, ceux qui se positionnent, c'est très intéressant avec notre invité qui lui, c'est s'affirmer, il l'affirme. Vous allez découvrir que c'est quelqu'un qui s'affirme toujours et qui ne se tait pas, qui ne mâche pas ses mots. Qui ne mâche pas ses mots. Qui cogne avec les mots. Ouais. Il plaît les gens avec les mots pour vivre. Alors, et puis bien sûr, on a Dia. Alors, Dia, c'est un compagnon de route, mais c'est aussi une mémoire vivante.
une mémoire vivante des combats passés et à venir. Dia est l'oreille attentive qui sait capter les nuances, celui qui ressent l'énergie derrière les mots. Dans un sujet aussi brûlant, il est la force tranquille, l'archiviste des vérités éclipsées, toujours prêt à ramener la discussion sur l'essentiel. Dia, un beau parleur, mais un beau slammer. Oh, introduit comme ça, je partirais simplement de Renégat, qui une fois rentré dans cette salle s'est retrouvé comme dans une cage. Cyril, on espère que tu vas faire le poids. Je vois que c'est comme si on était dans un film. Et en caméo, il y a toi. De l'autre côté, je ne sais pas si c'est écrit Trigger ou Tiger, mais je sais qu'au centre, ce que je vois, c'est simplement un sabre dégainé, comme un katana. Alors ce sera à toi de nous dire simplement là où on va. Alors oui, Cyril, effectivement, notre invité, Cyril Diabaté, un grand champion de MMA, mais pas que de MMA. Et c'est vrai qu'on a décidé de mettre l'accent sur sa partie lanceur d'alerte, mais on doit d'abord commencer par son parcours. On met en lumière les excellents. C'est un précurseur. Il a été champion dans différents styles de combat, que ça soit de la boxe française, au taekwondo, je crois, champion de France, il a fait du Muay Thai et bien sûr du MMA. On l'a vu aussi à l'UFC. Enchanté de t'avoir sur le plateau. Merci de m'avoir, merci de m'accueillir. Oui. Non, le plaisir est pour nous. Est-ce que tu peux un peu, avant qu'on aille dans le vif du sujet, nous parler un peu de ta carrière, ce qui t'a amené au sport de combat? Te présenter, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai commencé les sports de combat début des années 90, donc 91 pour être plus précis. J'ai commencé par différentes formes de boxe pied-point, le kickboxing, la boxe thaï et la boxe française. Et j'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours mon premier entraîneur qui est toujours un grand monsieur des sports de combat, qui s'appelle Robert Paturel, qui était accessoirement aussi un des membres fondateurs du RAID, de la police nationale. Et donc j'ai eu le meilleur prof qui soit pour démarrer, c'est-à-dire un mec qui était aussi ouvert sur tous les arts martiaux et les sports de combat, mais aussi sur le réel et l'efficacité du terrain, puisque c'était un policier d'élite. Donc voilà, c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a montré mes premières techniques et qui m'a aussi montré que le combat ne se passait pas que debout, qu'il y avait aussi d'autres formes de combat. C'est lui qui m'a montré les premières cassettes de l'UFC. Okay. Et donc voilà. Après, j'ai eu un parcours. Alors, j'ai commencé la compétition presque tout de suite. Et la première année, j'étais champion de France amateur. Et puis après, j'ai continué. Tu as été dans les premiers à fouler le sol de l'UFC en France. Les premiers Français. À l'époque, les Français, ils n'étaient pas du tout intéressants pour le marché américain, pour le marché de l'UFC, parce que la discipline n'était pas autorisée en France. Donc, on représentait pas un marché. Et quand je dis marché, le sport américain, c'est avant tout un marché. C'est une business. Économie. Ouais, c'est un business. Donc, l'UFC, quand ils recrutaient des combattants de l'UFC à l'époque, ils avaient aussi cette vocation, c'est de faire de l'argent avec les signatures. Ouais, un business model. Il y a un marché à conquérir, il y a des tickets à vendre, il y a du pay-per-view, etc. Exactement, le merchandising, tout ce qui s'ensuit. Donc, effectivement, signer des Français à l'époque, aucun intérêt. Et c'est vrai que... c'est plus le cas aujourd'hui, puisque c'est légalisé et que l'UFC, quand il débarque en France, il casse la baraque. Mais il y a 15 ans en arrière, c'était pas le cas. Il y a 15 ans en arrière, on n'intéressait clairement pas le marché américain, à moins de légaliser le sport en France d'abord. Donc, j'ai, par la force des choses, comme j'avais des bons résultats, et que forcément, à un moment donné, quand tu te hisses dans les classements mondiaux et que même si ton pays... économiquement n'est pas valide. Voilà, tu intéresses quand même l'UFC. Donc, tu as dû faire beaucoup de performances. Il y a un petit truc qui m'intéresse parce qu'on a sauté une étape. C'est pourquoi déjà tu rentres la première fois dans une salle de combat. Tu avais quel âge? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire Parce que moi, j'en ai fait, mais j'étais un peu plus jeune. D'habitude, on commence un peu plus jeune. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
j'ai une enfance un peu chaotique où j'ai été élevé par ma mère qui était malade, qui a mis une dizaine d'années avant de mourir de sa maladie. Donc, elle est morte, j'avais 14 ans. Ok. Et en fait, elle s'est bataillée pendant plus de 10 ans contre cette maladie. Elle a montré un courage incroyable. Et moi, j'étais j'étais son aide, en fait. Donc, j'ai manqué, surtout sur la fin de sa vie, j'ai manqué d'enfance. C'est-à-dire que j'avais plus cette fonction d'enfant. J'étais plus un infirmier ou une aide sociale. Enfin, Sur quelle maladie vous avez lutté? Elle avait une cancer du cerveau. Donc, elle avait une tumeur au cerveau. Et son état s'est dégradé au fur et à mesure. Et donc, moi, j'étais son second, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de souffrance à un jeune âge. J'étais dans le dur, tout simplement. Sur le coup, moi, je captais pas ça. Pour moi, c'était mon quotidien. Ouais. Donc, je captais pas que je vivais une enfance qui était différente. qui était différente. Mais c'est avec le recul, en fait. Et donc, elle est décédée, j'avais 14 ans. Je suis parti vivre, je suis revenu vivre en France, puisque je vivais en Angleterre. Et j'ai été accueilli par ma grand-mère et ma tante. Et ma grand-mère voulait absolument pas que je fasse des sports de combat. Donc, j'ai dû attendre mes 18 ans pour... voilà. Ah oui, donc tu l'avais quand même en toi. Ouais. Tu l'avais quand même en toi, ok. Moi, j'étais intéressé. À l'époque, si tu veux, il y avait Bruce Lee, Jackie Chan, les Rocky. Donc, si tu veux, on était quand même à une grande époque pour le cinéma d'action, les cinémas de combat. Et c'était mes idoles, quoi. Ouais. C'était mes idoles et pourtant, j'avais pas le droit de pratiquer. Ouais, si, je vois tout à fait. Dia, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Tu as grandi en t'occupant d'une maman qui était malade, mourante. Ouais. Est-ce que pour toi, le rapport à la souffrance, dès ce moment-là, a été quelque chose que tu admets comme quelque chose qui est normal et que le grind, comme on dit, le fait de devoir peiner et le fait de devoir être... Je suppose, voilà, on se projette pour ceux qui écoutent et regardent aussi. Ça veut dire que quand les autres allaient traîner même simplement dans la rue, toi, tu avais en fait des médicaments à apporter. Ouais. Quand les autres étaient en train de demander qu'on les accompagne au McDo, toi, en fait, tu apportais à manger à maman. Et que tu étais là pour ce qu'il y avait besoin de faire. Ça veut dire que c'est un travail sur le plan mental, sur le plan psychique, qui te formait peut-être de l'intérieur. Mais est-ce que tu penses, toi, voilà, que... sur le coup? Oui, voilà. Sur le coup, comment tu vivais? Moi, comme je te dis, moi, c'était mon quotidien. Donc, en plus, faut savoir que je suis parti vivre en Angleterre, j'avais 6 ans. Et donc, son état s'est dégradé au fur et à mesure. On va dire, ça s'est vraiment dégradé entre mes 10 et mes 14 ans. Et donc, si tu veux, j'y suis allé progressivement. C'est-à-dire que ma mère s'est dégradée, et plus elle se dégradait, et plus j'avais une responsabilité grandissante dans le foyer, plus je faisais des choses, mais ça a été progressif. Donc, si tu veux, comme ça a été progressif, c'est comme cette métaphore où on dit, voilà, tu mets un crapaud dans une casserole, je sais pas si vous connaissez, une casserole d'eau chaude, et puis tu montes progressivement, lui, il s'aperçoit pas qu'il est en train de cramer, en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu m'avais parachuté du jour 1 au dernier jour, j'aurais dit, putain, mais c'est quoi cette vie? Tu vois, c'est quoi cette vie que je me mène, et ainsi de suite. Mais comme tu vas progressivement, et comme petit à petit, tu bascules d'une enfance à peu près normale, entre guillemets, à une enfance qui est pas du tout normale, tu t'aperçois pas forcément du truc, tu vois. Mais le rapport à la mort, à l'idée que quelqu'un qui est là peut être parti, le rapport aussi à l'effort, le fait d'être là au quotidien, ça n'a pas été quelque chose de conscient quand tu avais entre 10 et 14 ans. Il y a un truc, et ça, je pense que en Occident, en tout cas en Occident, je ne vais pas dire en Occident parce qu'il y a des pays où c'est pas le cas, mais en France, en tout cas, les gens ont perdu la notion de la mort. On s'en aperçoit, ou en tout cas, on se familiarise avec cette notion plus tard dans la vie, mais quand on a 14 ans,
la mort, c'est un sujet abstrait, tu vois, c'est une thématique abstraite, c'est loin, tu vois. Il y a des pays où c'est pas du tout le cas. Il y a plein de pays africains où la mort, dès que tu as 10 piges, tu sais ce que c'est parce que elle est autour de toi. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es un enfant dans un foyer où il y a quelqu'un de mourant, qui a une maladie incurable, c'est vrai que cette notion-là, tu vis avec au quotidien. Et c'est vrai que ça te fait mûrir, tout simplement. Très rapidement, je pense que c'est au niveau cognitif, tu vois, que ça te transforme. Et que effectivement, la mort, en tout cas la maladie mortelle, la mort, comme ça fait partie de ton quotidien, comme c'est une hypothèse qui est palpable, ça te transforme. Ça facilite d'entrer dans la cage où tu sais que tu peux mourir. Bon, c'est un peu... mourir, c'est un peu... Là, l'image, en fait, je voulais aller sur cette image, sur l'un des premiers combats, l'un des plus gros combats que tu as pu déjà mener. Ça a été très jeune. Je pense que c'est le combat face à la maladie. Ouais. Certains peuvent l'emporter, mais sur les combats comme ta maman a mené, sur un cancer du cerveau, généralement, c'est très dur de gagner le combat. Au-delà de ça, moi j'ai juste, tu parles de ta maman, et est-ce que ton papa, est-ce qu'il y a eu, j'aimerais savoir, est-ce que Cyril a vécu avec l'image d'un père, l'image paternelle ou pas? Alors moi j'ai, comme beaucoup d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue plusieurs fois, que j'ai écrit pas mal dessus, mais je fais une émission avec 2 camarades qui s'appellent LFE, La Fine Équipe, sur la chaîne Gong. Et on avait abordé ce thème-là il n'y a pas très longtemps, à savoir la très grande majorité des combattants qui arrivent à très très haut niveau, il y a une figure paternelle qui est ou absente, ou pas efficace, ou complètement déviante. Et donc, il y a un truc, j'en suis persuadé avec le recul, il y a un truc avec le père. Moi, mon père, à partir du moment où ma mère a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau quand j'avais 3 ans, il nous a quittés. Il a abandonné le foyer et il est parti refaire sa vie. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Voilà, donc j'avais 3 ans, il est parti, il a fait son choix. Il a essayé de me recontacter, je crois, une fois quand j'avais 8-9 ans, un truc comme ça. Et puis, l'année du décès de ma mère, quand j'avais 14 ans, il a essayé de me recontacter. Les 2 fois, ça ne m'intéressait pas. Et donc, si tu veux, clairement, la figure paternelle qu'ont la plupart des enfants, moi, je ne l'ai pas eu. J'ai eu des modèles qu'on peut associer à une figure paternelle, mais qui n'avaient pas cette fonction de père. Mais par exemple, fonction biologique de père. Ouais, pas forcément biologique, c'est la fonction du père, parce que tu peux avoir l'image. Tu peux avoir un beau-père. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà. Un entraîneur. Tu peux avoir un entraîneur. Voilà, on l'a vu avec Tyson, Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir Robert Paturel et puis par la suite Jean-Marie Mercier, qui ont servi un petit peu de cette figure paternelle. Aujourd'hui, comme je suis coach, ça fait un paquet d'années que je suis coach. Maintenant, je sais aussi des fois qu'il y a des jeunes qui se retrouvent dans ma salle et qui viennent chercher une figure paternelle en moi aussi, parce qu'il y a une connexion forte qui se crée et je vois que ils m'écoutent. Au-delà d'un lien sportif. Là, c'est plus psychologique, je me permets de te couper, mais t'expliques ça comment, puisque vous avez cherché avec les LFE, la fine équipe, c'est quoi la psychologie? Ça veut dire que le père aurait cette fonction de mettre des limites, et quand on n'en a pas, on n'en a plus de limites, et qui nous permet d'aller sur les combats, d'aller limite à ces limites vitales. Non, je pense que... c'est ou de passer les limites vitales. L'énergie émotionnelle que l'absence du père te donne. Donc ton père, il est absent physiquement ou symboliquement et idéologiquement. Il n'est pas là. Il n'est pas là suffisamment.
ça te donne quelque part une colère en toi et une rage en C'est toi ça. que tu peux transformer en autre chose. Tu Wow. vois. Ok. Je pense que il y a énormément de gens qui se perdent, tu vois, parce que le père n'est pas suffisamment là. D'ailleurs, les stats américaines, puisqu'on n'a pas le droit de le faire en France, mais les stats le disent aux États-Unis, et à 75 à 85% des détenus qui ont été élevés par une mère seule. Tu vois. Donc, même si on peut croire que le père, parce qu'il est la tête dans le guidon et qu'il travaille beaucoup et qu'il passe pas beaucoup de temps avec ses enfants, peut-être qu'il passe 1 heure par jour avec ses enfants ou l'essentiel de son week-end avec ses enfants, même si il passe beaucoup moins de temps avec ses enfants que la mère, son rôle est essentiel au développement de l'enfant. La construction À la construction de l'enfant. l'homme, ouais. Et je pense que c'est pas anodin si la majorité des mecs qui se retrouvent dans une cage à se taper, ou sur un ring à se taper avec un mec qui leur a rien fait, il y a quand même une, Il y a une relation. il y a une relation, il y a une corrélation. D'accord. Je pense que et il y a beaucoup de gens qui l'admettent pas, hein, parce que c'est dur d'admettre aussi que ton père il n'a pas forcément rempli son rôle. Ton père il a foiré, tu vois, il a foiré son rôle de père. C'est pas évident de se l'avouer parce qu'il est présent ou enfin parce qu'il est là dans ta vie quand même. Mais la force est de constater que à chaque fois que j'ai parlé avec des mecs qui avaient eu des résultats en sport de combat, qui s'étaient infligés à eux-mêmes une certaine souffrance, parce que les sports de combat, c'est une souffrance. Hein. Ouais. Si tu veux aller à très haut niveau, les sports de combat, tu veux aller à l'UFC, c'est de la souffrance. Il y a énormément attention, il y a de la joie aussi. Il y a des moments d'euphorie, mais 90% du temps que tu passes, c'est à souffrir. Tu t'entraînes, tu es dans le dur, tu fais des trucs qui sont pas plaisants à faire. Tu fais du fractionné, tu as l'impression que les poumons ils vont sortir de ton corps. Tu prends des coups, tu vas à l'entraînement, tu es blessé. Enfin, et après, il y a le combat. Et le combat, c'est de la souffrance pendant 15-25 minutes. Ouais. Donc, pour autant, la construction mentale, psychologique, psychique que tu vis pendant ton apprentissage, pendant ces années d'entraînement avant d'arriver à l'UFC, te transforme en quelque chose de grand, je pense. Cette réflexion, parce que là, tout ce que tu nous dis, et je te remercie de nous dire ça sur le plateau, je tiens à te dire que tu m'as fait du bien en tant que père, parce que c'est effectivement, vu tout ce que je donne dans les funérailles des tabous, je fais un bisou à mon fils, j'essaie d'être là un maximum de temps, mais parfois tu te culpabilises, et merci de me dire qu'il faut que même le fait d'être là de façon... Même un peu. C'est quand même déjà très bien, mais je vais faire en sorte que je sois là un maximum, et c'est normal, mais ça traduit tout ce que tu viens de nous dire, j'ai l'impression que ça traduit vraiment d'une introspection, et tu le sors comme ça, et comme tu as dit, il y a beaucoup de combattants qui ne veulent pas en parler, se l'admettre. Toi, il t'a fallu combien de temps justement pour te l'admettre? Bah ça, c'est des réflexions. Alors, je suis très cérébral, je réfléchis à beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand tu as la tête dans le guidon, tu es en plein dans ta carrière, tu réfléchis pas à ces sujets. Tu vois, t'es pas en train de te dire je suis devenu champion parce que c'est la suite d'une souffrance pendant l'enfance. Tu vois, tu te dis pas ça. Tu te dis je suis un bonhomme, je suis dur au mal, je rentre dans une cage, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu te dis pas ça vient d'une souffrance. Tu vois, parce que on est égaux. L'homme est un animal fait d'ego. Tu vas pas t'admettre que tu viens d'une fragilité et d'une vulnérabilité. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te dire j'étais un enfant, j'ai été trimballé à droite à gauche, j'ai souffert, j'ai vécu des choses qui sont pas cool à vivre et j'ai été victimisé par tel ou tel aspect de ma vie, tu vois. Et puis plus tard dans la vie, j'en ai fait ma force, tu vois, parce que on va pas s'admettre que on a vécu une souffrance, on va pas s'admettre qu'on a été vulnérable, on va pas s'admettre qu'on a été une victime, on va pas s'admettre ces trucs-là. Moi, j'ai pu le faire parce que ma carrière, elle est derrière moi,
Parce que je suis arrivé à un moment donné dans ma carrière où le plus gros était fait derrière. Tu vois, quand j'ai signé à l'UFC, j'avais 37 ans. Donc j'avais une maturité émotionnelle, je pense, et qui m'a permis aussi de comprendre le pourquoi du comment. Comment ça se fait qu'à 37 ans, j'en suis encore là, j'en veux encore. J'ai pas encore signé dans la plus grosse des organisations et je suis encore là, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments dans ma vie où ma carrière sportive n'était pas au top. C'est à ces moments-là, c'est au creux de la vague, tu fais tes meilleures introspections. Tu vois, c'est pas quand tu es en train de rider la vague que tu dis, bon, mais pourquoi le truc, tu vois. C'est quand tu es au creux, c'est quand tu es en train de... T'es dans le noir chez toi, à broyer du noir et à manger des cup noodles. Je sens qu'il y a des souvenirs partagés là. Quand t'as pas un radis, tu vois, quand je te dis, quand socialement, t'es inexistant, tu vois, c'est à ce moment-là où tu te poses les meilleures questions. C'est à ce moment-là où l'introspection, elle va au plus profond, tu vois. Et à un moment donné, quand t'es, comme je te dis, quand t'es chez toi et que t'es dans le caca et que t'es en train de réfléchir à ton passé, c'est là où tu te poses les meilleures questions et t'as les meilleures réponses. Après, je me permets. Vas-y. C'est vrai que là, tu m'as parlé des pâtes, des noodles. Je pense Ouais. que non, il y en a certains qui Oui, vont pas oui. jusque-là. Ils se mettent simplement dans le silence, dans l'introspection, Mhm. dans la méditation, dans la prière. Ouais. Dia reconnaîtra de ce que je suis en train de dire. Pour parfois, on dit que il faut éviter d'être trop dans la foule, c'est pas forcément là où tu arrives à voir. Et quand c'est la foule en plus dans laquelle tu es éclairé, tu es adulé, tu vois pas les choses. Ouais. Et parfois, c'est dans le retrait. J'aimerais, et pour pouvoir vous poser une autre question dans ce que tu viens de dire là, pour faire des choses grandes, pour s'élever, pour réussir à construire quelque chose, est-ce qu'il faut avoir eu des souffrances, des traumatismes ou des fêlures, moi, des fêlures? Ouais, mais tout ça, on parle de la même chose en fait. Là, c'est la fêlure. La fêlure, le mot explique bien, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est cassé. Même si les deux morceaux sont pas séparés, il y a quand même quelque chose qui est cassé, tu vois. Donc cassure dit, si on parle un être vivant, c'est une blessure, tu vois, une cicatrice. Et de là, donc, on peut faire quelque chose. Bien sûr. Bien sûr, ben c'est tout l'intérêt des sports de combat et des arts martiaux. D'accord. Je pense qu'à un moment donné, ta souffrance doit te permettre de te transcender et de t'élever au-delà et t'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que on dit tout le temps, tout le monde l'a entendu ça, la préparation d'un combat, elle doit être plus dure que le combat lui-même. Ouais, bien sûr. C'est parce que tu as souffert pendant ta préparation, ça te permet de step up, ça te permet de t'élever à un niveau qui permet de vaincre ton adversaire le jour J, tu vois. Moi, je te remercie. Parce que c'est une marque vraiment d'un champion Noble. que d'aller dans des zones... Mohamed Ali appelait ça la zone du semi-rêve. En fait, où tu acceptes que tu es sonné. Sauf que lui, il parle sur un ring, et là, toi, tu viens de le faire à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai été sonné. Mais c'est précisément à ce moment-là où j'ai le choix entre tomber, me coucher, et celui de me dire, non, en fait, ça va passer. Ce moment-là va passer. Bien sûr. Et tu donnes l'impression, et je parle pas seulement pour les pères qui sont là, je parle pour les fils qui sont là, je parle pour les combattants qui sont là, que tu es allé plonger, creuser, puiser dans le zombie qui pouvait se manifester des fois à cause des difficultés de la vie. Et on parlait de fêlure. Tu as bien dit, heureux les fêlés parce que ça laisse passer de la lumière. Comment est-ce que justement, tu vois, de toute cette douleur-là, toi, tu tires, là on est sur l'aspect sport de combat, tu te fais précurseur à un moment où d'autres se mettent à la retraite. Arrêtez. Tu n'as pas la... Bon, je vais te parler comme si j'étais ma mère qui me parlait quand elle vivait. Tu es fou. Tu rentres dans une cage de combat, on va te faire mal. Hein? Tu as 37 ans. Tu as ton corps qui fonctionne. Mais tu ne vois pas la mort potentiellement. Non, parce que la mort, déjà, statistiquement, dans le MMA, on va pas
Alors, je ne fais pas partie des gens qui essayent de se valoriser en dramatisant le sport qu'ils pratiquent. Tu vois. Le MMA, faut dire ce qui est. Il y a très peu de morts en MMA. Effectivement, il y a des morts, mais c'est des exceptions. Le foot américain est bien plus dangereux. Le rugby est bien plus dangereux. Ouais. La boxe, j'en parle même pas. L'équitation, le ski, c'est bien plus dangereux que le MMA. Statistiquement parlant, il y a plus de morts au ski ou en équitation qu'il y a en MMA. Pour autant, le MMA jouit d'une réputation sulfureuse de « waouh, c'est le sport ». Et j'en parlais en coulisses là, mais « waouh, c'est un sport de ouf, machin ». La vérité, statistiquement, c'est pas un sport de ouf. on va se dire les choses. C'est pas un sport de ouf. Oui, c'est un sport qui est violent. Oui, tu vas te faire mal. C'est sûr et certain. Si tu penses rentrer dans une cage de MMA et sortir indemne sans avoir pris de coups, fais un autre sport. Tu t'es trompé de sport, tu vois. Donc, effectivement, faut accepter le fait que tu pratiques un sport violent, tu pratiques un sport où tu vas souffrir. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, tu vas souffrir plus à l'entraînement que pendant le combat. Mais ça, c'est pour tous les sports, quand ils pensent. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Parce que là, c'est un sport individuel, c'est pas un sport d'équipe. Souvenez-vous d'une chose essentielle. Le combat pour notre dignité, pour notre autonomie, pour notre avenir se joue aussi sur le terrain économique. Il ne suffit pas de s'indigner ou de s'éveiller, ce qui est bien en soi. Mais il faut aussi s'armer par le savoir et par l'action et par l'enrichissement aussi. C'est dans cette logique que nous avons lancé les piliers de l'enrichissement. Un programme, plus que ça, un pont entre ceux qui veulent apprendre et ceux qui ont déjà réussi. Des mentors d'expérience dans des domaines clés comme l'immobilier, la bourse et la crypto-monnaie, le business en ligne, le mindset et le développement personnel, mais aussi l'investissement entrepreneurial. Ces experts ont accepté de transmettre ce qu'ils ont mis des années à maîtriser et à apprendre pour qu'à votre tour, vous puissiez bâtir, sécuriser et faire fructifier vos projets. Nous avons conçu 3 programmes adaptés à tous les profils. Pour les plus curieux qui veulent démarrer à leur rythme, pour les déterminés qui veulent se former en profondeur, mais aussi pour les ambitieux qui veulent aller loin avec les meilleurs à leur côté. Le lien est en description où vous pouvez même demander un appel gratuit avec un membre de notre équipe pour savoir quel programme vous correspond. Donc cliquez sur le lien dans la description parce qu'à travers votre enrichissement individuel, c'est toute une communauté qui s'élève. Et si nous voulons exister demain, nous devons dès aujourd'hui créer de la valeur, en maîtriser les leviers et apprendre à la transmettre. C'est essentiel pour les générations à venir, mais même celles d'aujourd'hui. Quand chacun s'élève, le collectif devient inarrêtable, ça j'en suis sûr. Alors, à très vite pour apprendre, pour bâtir et pour gagner ensemble. Cliquez sur le lien dans la description. Tu sais que à partir du moment où la case se ferme, c'est toi qui es là. Ouais. Et c'est toi qui gères. Ouais. C'est tes réflexes, c'est ta manière de penser. Tu vas devoir puiser dans cette zone justement d'ombre, de fêlure quelquefois, où tu sais que tu es déjà passé. Je vois là en fait ce qui va après permettre de se dire, bon, c'est vrai en France je suis précurseur, on est en 2010. Avant je suppose peut-être. Hein. Alors, c'est l'UFC, je crois. Ouais, UFC, 2010, voilà, c'est l'UFC, mais bon. Mais après, avant ça, tu travaillais déjà. Non, je faisais du MMA déjà. Je combattais déjà en MMA. Donc, si tu veux, je pense que quand tu es touché par le virus des sports de combat, les arts martiaux, tu veux toujours plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par la boxe pied-point. Très vite, j'ai des résultats. Très vite, je deviens champion. Et tu te dis, bon, j'ai été champion de France, 1 fois, 2 fois. Qu'est-ce que je peux... champion d'Europe, champion du monde, machin. Donc, tu es toujours attiré par le plus. Mais ça, c'est déjà quand tu es compétiteur. Mais quand tu fais des sports de combat, tu l'es aussi de par ta pratique. C'est-à-dire que, je pense, quand tu fais du pied-point, et qu'à l'époque,
y a un phénomène qui apparaît, c'est le MMA, c'est avec l'UFC. Tu dis, ah ouais, ce que je fais, c'est chambé. Ce que je fais, c'est bad boy, tu vois. Mais il y a ce truc-là aussi. Il y a ce truc qui est encore plus fou, qui demande encore plus d'investissement, qui demande encore plus une cogite, parce que il y a une problématique de game plan, de stratégie de combat et tout ça, qui n'existe pas forcément dans les autres sports de combat. Et tu dis, ah ouais, c'est plus complet, c'est plus mental, donc ça m'attire. Toi, tu trouves que tu as été de ceux qui ont participé à créer cette culture de game plan, de marketing, de réseaux sociaux et tout ça, ou bien justement que toi, tu n'as pas suffisamment poussé sur ça, l'aspect champion que tu as en allant dans une nouvelle dimension des sports de combat. Est-ce qu'elle a été plus globalement dans la manière dont l'ensemble du mouvement s'est élevé ensuite en France? Moi, je pense que j'ai participé à l'essor du MMA symboliquement, déjà, premièrement, parce que j'étais un des plus gros noms du MMA français à une époque où le MMA n'était pas développé en France, tu vois. Est-ce qu'il y avait Cheikh Congo à ton temps? Je pense que Ouais. tu étais Oui, bien sûr, en même temps. Ouais. J'étais juste après Cheikh, il a signé avant moi. Ok. Ensuite, j'ai participé, moi, à la légalisation du MMA en allant dans des différentes réunions ministérielles, ainsi de suite. Donc, j'étais en coulisses avec des gratte-papier, avec des bureaucrates pour essayer de faire bouger les choses. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour ce qui est la médiatisation du MMA en France, ça, c'est une part où j'étais plus en retrait que certains parce que j'ai pas forcément cherché la lumière, tout simplement. C'est pas dans mon tempérament. Moi, je réponds toujours favorablement à des médias qui s'intéressent à moi et qui s'intéressent à ce que j'ai à raconter. Maintenant, c'est pas moi qui vais appeler les uns et les autres à dire « Ouais, j'aimerais bien passer dans ton émission », tu vois. Donc, effectivement, les gens qui ont ça en eux ont pu passer dans les émissions, ont pu être médiatisés. Est-ce que tu as un regret vis-à-vis de ça? C'est ce que j'allais dire, justement. Non. Est-ce que tu n'as pas été un peu trop précurseur? Parce que je sais que nous, j'avais fait un sujet sur toi à l'époque. Cyril, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on avait été au cours Florent avec toi. Ouais. C'était pour Trace Sport. On avait fait un sujet complet sur toi. Ça fait donc peut-être presque 15 ans, je crois. Ouais, 15 piges. 15 ans, hein, c'est un sujet. Et non, plus que ça. Plus, hein. Ouais, j'étais pas à l'UFC encore. Ah, t'avais la lumière, en tout cas, puisque on te courait derrière. Tu commençais à créer la Snake Team aussi. Ah non, la Snake Team, c'est en 99. Donc, non, la Snake Team était déjà bien lancée. Ouais. Et j'ai l'impression, moi, pour avoir suivi ce parcours, que tu as été précurseur, comme tu l'as dit. C'est génial, t'ouvres la porte, mais t'es pas celui qui va jouir de la médiatisation. Ouais, des retours, de l'argent, de tout ce qui découle aujourd'hui. On voit bien maintenant les combattants. J'ai pas de regret. Moi, tu sais, je fais les choses par passion et par envie. Tu vois ce que je veux dire? La médiatisation, l'argent, ça a jamais été une passion pour moi. J'ai fait des choses parce que j'avais envie de les faire, tout simplement. Si je les ai pas faites, c'est que ça m'intéressait pas. Donc, effectivement, j'aurais pu être plus médiatisé, je pense. Quoique, je suis très satisfait de la médiatisation que j'ai pu avoir, que j'ai aujourd'hui. Tu vois, je trouve, même, il y a des moments où je dis, oh putain, on me voit trop, tu vois. Si je clique Diabaté sur YouTube, je vois trop de vidéos. Ça, c'est le sujet d'après. C'est l'autre combat, donc on aimerait parler, justement. Mais pour autant, oui, je suis pas millionnaire. J'ai pas gagné des millions avec le sport que je pratique. Combien tu me dis, tu n'as pas gagné des millions. Tu as gagné combien à peu près? C'est quoi le maximum que tu as gagné dans un combat? Que je dise pas de conneries, 60 000 dollars. Ah ouais, aujourd'hui, waouh. Ouais, 60 000 dollars aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Quand tu vois les stars françaises. Bien sûr. Alors, il y a un truc aussi, c'est que ma carrière à l'UFC, j'ai une carrière un peu en dents de scie, enfin carrément en dents de scie, parce que j'arrivais à un stage dans ma carrière où la motivation n'est plus celle que tu as quand tu as 25 piges. 25 piges, tu as envie de tout défoncer, tu as envie d'être la couteau entre les dents, tu as envie de charcler absolument tout le monde. Rambo. Donc exactement, donc tu t'entraînes comme un psychopathe. Tu t'entraînes, tu manges, tu fais tout ce qui va bien. À 37 ans, quand je signe à l'UFC, je suis en fin de carrière.
C'est-à-dire que j'ai été X fois champion du monde déjà. J'ai peut-être 80 combats ou 90 combats professionnels. J'arrive à bout de souffle, tu vois. Et donc, ma carrière à l'UFC, ça a été une bataille, d'abord une bataille avec moi-même, à me motiver, à essayer de reconnecter avec ma soif, ma faim que j'avais quand j'avais 25 piges, tu vois. Rocky. Voilà, donc c'est compliqué. Bah, Rocky, je sais plus lequel. C'est le 5, je crois. Le 5 ou le 4, je crois. C'est après le russe, non? C'est après le russe. Ouais, c'est voilà, le 4, donc on ouais, est dans un truc, un haut en bas tout le temps. Le lundi, t'es motivé de ouf, tu t'entraînes comme si t'avais 25 ans et t'as encore faim à la fin de l'entraînement. Après tes 2 séances d'entraînement dans la journée. Le mercredi, t'as envie de rester chez toi devant la PlayStation, tu vois. Et ça a été ça pendant les dernières années de ma carrière, en perpétuelle bagarre avec moi-même, avec la petite voix sur ton épaule qui dit « Mais vas-y Cyril, reste à la maison, c'est bon, laisse ça aux petits, laisse ça aux jeunes et tout ça. » Et ça a été compliqué. Donc malgré tout, j'ai fait 8 combats à l'UFC. J'ai 4 victoires, 4 défaites face à des mecs qui étaient classés dans le top 20 mondial. Je me suis hissé à une place dans le top 20 mondial à l'époque. J'ai aussi les meilleurs stades de précision de l'UFC. Et tout ça à une période où je suis en train de me bagarrer avec moi-même, quoi, en fait. Donc, mon plus gros adversaire à l'UFC, c'était pas mes adversaires, c'était moi-même. On va parler un peu de la lumière un moment, parce que là, on voit ton ascension. Est-ce que tu estimes que tu as eu la lumière que tu aurais dû avoir, déjà à l'époque? Que tu méritais. Alors, je méritais mieux, mais sachant que le contexte français était complètement différent avec le contexte du reste du monde. C'est-à-dire qu'en France, il y avait un vrai lobby qui n'existe plus, un vrai lobby entier. Enfin, je reprends ce que je viens de dire. Il existe encore ce lobby, mais il a beaucoup moins de prise et beaucoup moins de puissance qu'il y a 15 ans en arrière. Est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'on est dans les funérailles des tabous. Moi, je sais de quoi tu parles. Mais Oui. disons, est-ce qu'on peut dire, c'est qui ce lobby? C'est quoi? Il y a un lobby qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, début des années 2000. Ouais. Où il y a des notables du sport, il veut pas, politique. Ça a du mal à sortir, hein? Non, pas du tout, je cherche mes mots. T'inquiète la pas précision. que si j'ai envie de dire un truc, il n'y a personne qui va me freiner. Il y a une économie autour du sport qui existe en France. Il y a une politique autour du sport qui existe en France. Et dès lors où tu as une grosse fédération qui ramène et de l'oseille, et des subventions, et des sponsors, et des médailles olympiques, exemple le judo, tu as une place dans le sport français en général qui te permet de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu es prescripteur à la limite. Voilà, de donc ce qui se fait. Rajoute à ça la franc-maçonnerie qui n'existe, on va pas se mentir. La franc-maçonnerie dans le sport français a une place importante. Donc ils ont une influence. Ils ont une influence sur le sport français. Alors là, il faut que tu sois plus précis parce que j'ai du mal à le voir, à le visualiser. Est-ce qu'ils font des sacrifices? Non, je vais pas parler là, j'essaie de rester vraiment correct, factuel, le plus factuel possible. Vous êtes comme au courant que dans la politique française, que ce soit les ministres, que ce soit les députés, les parlementaires et tout ça, il y a un pourcentage qui sont de telle ou telle loge, qui appartiennent de telle ou telle loge et qui sont au sein de la franc-maçonnerie. Ou d'organisations secrètes. Ou d'organisations de confréries secrètes et tout ça. Notamment la franc-maçonnerie. Dans le sport français est intimement lié avec la politique française. Bien sûr. C'est-à-dire que il y a beaucoup de ministres qui sont d'anciens sportifs de haut niveau, tout simplement, ou qu'on fait partie de... que ce soit le sport, les ministres du sport, ils ont tous... c'est tous d'anciennes stars bien sûr. Du sport français. Le sport français est intimement lié avec la politique française. La politique française est intimement liée avec la franc-maçonnerie.
tout ça, c'est un espèce de... Alors, je dis pas que... Tous les ministres de sport ne sont pas francs-maçons, c'est ça que tu essaies de dire? Ouais, mais il y en a quand Ok. même... bizarrement, il y en a quand même beaucoup, tu vois. Ok. Même quand ce sont des... Donc, alors, est-ce que tu essaies de nous dire qu'à un certain moment, quand tu es athlète de haut niveau, tu veux te reconvertir dans la politique, il y a quand même, on te pousse vers des rites initiatiques, on te pousse vers autre Ouais, chose. tout simplement. Ouais. On te propose, on Ouais. te dit, voilà, Ouais. tu sais, ça peut faciliter Ta carrière. ta carrière en tant que politique. tu vois. Mr. Champ, si on te propose ça demain, Hmm. tu seras un autre On m'a ministre. déjà, déjà proposé. Tu peux aller plus loin? Funérailles des Oh, tabous. on peut y aller, ouais. On m'a clairement proposé d'intégrer la franc-maçonnerie, ouais. D'accord. C'était Après, c'est à pas quel stade? un truc de Ouais, ouf, c'est pas un hein, truc de c'est- vous-même, mais c'est à quel stade? C'était après l'UFC? C'était... Ouais, c'était après l'UFC, ouais. Ok. Ouais. Mais pourquoi tu as refusé? Bah, parce que pas... Alors, Tu au-delà... as peur parce que c'est un autre combat, là. C'est mystique. Ouais, c'est- c'est clairement mystique. Et il y a un truc qui me freine clairement, c'est la politique. Tu vois, la politique, je suis très critique de la politique. Je pense que j'ai une conscience politique assez pointue par rapport aux citoyens français, Ok. tu vois. Et je vois les torts, je vois les défauts de la politique française. Et j'ai pas envie de... En gros, pour te la faire simple en une phrase, il faudrait changer tout le système. Il faudrait changer clairement tout le système. Et j'ai pas ni... T'as pas la force? Toi, t'as pas la force? Non, tu étais Toi lanceur d'alerte avant d'être lanceur d'alerte. Dans ta tête, déjà, tu avais des choses que tu critiquais et clairement, tu voyais les Ouais, lignes. bah, tu sais, ma grand-mère, je parle souvent de cette anecdote, mais ma grand-mère attendait qu'une seule chose quand j'avais 18 ans, c'est d'aller à la mairie avec moi pour qu'on prenne ma carte d'électeur. Tu vois? Et donc, elle a fait les démarches. On est parti à la mairie. Elle m'a tendu ma carte d'électeur, toute fière. Voilà, tu vas pouvoir remplir maintenant ton rôle de citoyen. Ouais, ton devoir citoyen. Mon devoir citoyen. Et j'ai 18 ans. Et je me souviens, j'ai une longue conversation avec ma grand-mère où elle m'explique pourquoi c'est absolument nécessaire en tant que citoyen français d'avoir sa carte d'électeur et de voter. Et moi, pendant X temps, je débat avec elle et je lui explique pourquoi c'est une hérésie, pourquoi c'est une mascarade. Et que, alors j'ai 18 ans, hein, 18 ans, t'es con, tu vois. Et pourtant, j'avais suffisamment de jugeote pour comprendre que... 18 ans, on recontextualise, c'est François Mitterrand qui est au pouvoir, Ouais. on est en 90, il y a les MJC qui vont venir bientôt. Et voilà. Exactement. Exactement. Donc, je suis là et tout, je dis, mamie, et Coluche l'avait bien dit, si le vote servait à quelque chose, ça serait interdit, tu vois. Ouais, mais attends, un combattant comme Elle toi, est moi fort. je comprends, mais un combattant comme toi, Ouais. laisser la politique Mhm. aux politiciens, entre guillemets, Ouais. c'est une forme de défaite. C'est-à-dire, on a peur du vide. Est-ce que c'est la faute d'arrivistes Mhm. de prendre cette place quand les gens compétents, les gens qui sont en pleine conscience, Mhm. n'y vont pas? Parce qu'ils se disent, ah, c'est trop sale. Ah, C'est pas que c'est trop sale, c'est que le combat, est-il perdu d'avance? il faudrait un cataclysme. Il faudrait un cataclysme sociétal pour changer le truc. C'est pas Cyril Diabaté qui arrive, c'est pas bien ce que vous faites, qui va changer quoi que ce soit. Tu vois, je peux, à mon échelle, essayer de changer la mentalité Parler des gens et tout ça, localement. parce que ça, alors là, pour le coup, ça, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que avec mes petits réseaux de merde, tu vois, où j'ai, je sais pas moi, j'en suis à 18 000, parce qu'ils arrêtent pas de me sucrer mes réseaux en plus, tu vois, ils arrêtent pas de Ouais, mais me... t'es déjà dans un acte politique. C'est Oui, ça qu'on essaie de dire. Bien sûr, je suis dans un acte politique, mais qui est à la hauteur, de mes capacités, tu vois. Cyril, est-ce que tu veux te présenter en tant que président de la République? Déjà, j'en ai pas les capacités, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un gars Est-ce que le qui président allait à actuel- l'UFC. Attends. Bah oui, mais Ça peut rien dire. là, Non, c'est mais pas pourquoi parce que tu vas à l'UFC. non, Ouais. tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le sport de combat, il y a une forme de résilience. Oui, Tu sais, bien sûr. quand t'as raconté ton histoire de ton enfance, moi aussi, ça m'a projeté. Et en fait, moi, je sais qu'à un moment, j'ai débranché tous mes sentiments. Quand tu aides un parent tu sens qu'il va pas bien, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer après, tu te prépares mentalement et tu débranches toutes les émotions. Et je pense que, je sais pas si c'est passé comme ça pour toi, Et tu Mais c'est performes. Tu tu- dois performer. j'étais plus émotionnel. J'entrais et je lui donnais à manger. Il y avait une distance. Parce que si je devais être émotionnel, je ne survis plus en fait. Ouais. Et donc,
Un détachement. Voilà. Un détachement pour survivre. Oui, et puis ça, je l'ai retrouvé aussi quand je suis dans les sports de combat. Des fois, c'est plus une question de victoire, c'est une question d'alignement. Et quand je t'entends, je suis quelqu'un qui est vrai, je suis quelqu'un qui peut aller en mission, qui a la force d'aller en mission, et qui se dit non. Alors, encore une fois, tu as vu, je choisis bien ce que je raconte. Parce que, en l'état actuel des choses, je pense que je suis plus efficace à faire ce que je fais que essayer de prendre la parole. Mais regarde, je vais prendre un exemple. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Il y a François Alcelino qui m'a contacté, un ancien candidat Je présidentiel. connais exactement, je vois, Voilà. très bien. UPR, qui a son parti politique, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui est brillant. C'est quelqu'un qui est brillant. Je connais aucun homme politique qui connaît les dossiers aussi bien que lui. Quand il est face caméra, face à un débatteur qui veut le chicoter, il dit, bon, écoute, mon petit coco... la loi 2001, voilà, décret il sort des 550. articles, exactement. Il est prodigieux, tu vois. Si un mec comme ça, avec son brillant, tu vois, avec son intellect, avec des milliers de gens qui le suivent et tout ça, il est pas capable de faire 2%. Il n'a pas fait 2%. Il n'a pas fait 2%. Il n'a pas fait 2% au présidentiel. J'ai halluciné. C'est que le système ne lui permet pas d'aller plus loin que ça. Parce que, je suis désolé, face à Macron, il n'y a pas photo. Bien sûr. Si on parle en termes de politique, de savoir politique, de qualité d'homme politique, si on met les deux côte à côte, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est comme si tu compares une Twingo avec une Ferrari. C'est incomparable, tu vois. C'est qui la Ferrari, c'est qui la Twingo? Je pense qu'on l'a tous. On comprend tout à fait, hein, franchement. C'est les funérailles, les tabous. Donc, à un moment donné, si un mec comme ça, il n'est pas capable de faire plus que 2%, c'est pas moi avec mon look de banlieusard, ma verve banlieusard et tout ça, machin, qui va faire quoi que ce soit. Par contre, je connais pas les dossiers, je connais pas ses dossiers. Je connais pas, j'ai pas... T'as pas son savoir. J'ai pas son savoir politique, j'ai pas son savoir, machin. Donc, c'est pas moi qui va arriver et qui va renverser le truc, tu vois. Par contre, en t'écoutant, moi, Cyril, effectivement, je vois que c'est à l'image de certaines portes qui étaient face à toi. Il y a des portes où tu te dis, bon, la porte de la politique, j'y vais pas. Mais il y a quelque chose qui t'anime, qui a une révolte. Oui, ça c'est sûr. Et tu t'as passé le combat, on l'a entendu, de la maladie avec ta mère. Tu as passé le combat physique. Et là, maintenant, tu es sur un autre combat. Qui est de cette révolte et d'aller, en tout cas, dénoncer ce qui pour toi est injuste. Et alors là, tu vas à cœur joie, là. Oui. Ça balance. Alors, tu as décidé de ne pas ouvrir la porte de la politique, mais tu as été sur d'autres portes où là, tu t'es dit, je vais pouvoir... Parce qu'il y a un truc, et je pense que l'élite, l'oligarchie mondiale a sous-estimé le pouvoir des réseaux sociaux. Tu vois, je pense qu'ils ont complètement sous-estimé le pouvoir. Aujourd'hui, ils essayent de rattraper, de limiter les pots cassés, tu vois, en essayant de colmater des brèches et tout ça, avec le shadow ban, avec toute la censure qu'il y a. Mais poto, c'est impossible. Tu vas sur Twitter, il y a 10 000 trolls au mètre carré, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a 10 000 mecs qui sont complètement libres, intellectuellement et de façon idéologique, tu vois, qui sont complètement libres. Il y a des millions de gens qui sont là tous les jours à dire ouais, toi, t'es un fils de pute, un homme de politique qui a sa pastille bleue, tu vois. Alors que hier, c'était impossible. Tu vois, hier, tu ne pouvais pas dire ce que tu voulais. En tout cas, tu pouvais le dire, mais personne ne t'entendait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux dire quelque chose, tu peux lancer un pavé dans la mare, tu peux... et pour reprendre cette idée de pavé dans la mare, qu'est-ce qui se passe quand on fait un pavé dans la mare? Il y a une espèce d'onde voilà, c'est ça les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu jettes un truc dans la flotte et il y a une onde qui part d'un centre et qui se diffuse sur je sais pas combien de... t'es parti dans des clashs... Quel est clash de fou aussi. Quel est le clash dont tu es le plus fier
et le clash Qui a fait changer. qui a plus changé peut-être ta vie ou la perception qu'on avait de toi? Alors, je suis pas fier de clash. Bah ouais, Je suis pas fier de clash, en fait. Je suis pas un clasheur professionnel, en vrai. Je ne fais pas ça pour dire, ah ouais, je suis trop fort ou je sais pas quoi. Je m'en bats les steaks. Mais vraiment. Par contre, et tu l'as dit, moi, je suis animé, je suis quelqu'un de passionné. Et il y a des choses qui me révoltent. Et l'injustice, je pense que c'est le truc qui me fait le plus bouger. Tu vois, l'injustice, c'est un truc qui me donne une motivation, une détermination qui est incomparable. Tu vois, même le rêve d'une ceinture mondiale, qui a été mon objectif, mon leitmotiv pendant des années, me bouge pas comme l'injustice peut le faire. Tu vois, aujourd'hui, j'ai tellement de combats à mener, je peux pas tous les mener, mais il y en a qui me tiennent à cœur. Et effectivement, les clashs que j'ai pu avoir dans le passé et récemment, c'est animé par ça. C'est animé par un sentiment d'injustice. C'est pas le mec en face de moi qui me motive. C'est l'injustice que représente ce mec. Ouais. Tu vois Est-ce ce que je veux dire parfois l'injustice, tu penses pas, elle peut être tronquée et tu peux te tromper aussi? Notamment, on t'a accusé parfois sur les réseaux de t'attaquer à certains en disant que au final, tu étais jaloux parce que tu n'avais pas eu la lumière, toi, que eux avaient et que tu voulais les attaquer en voyant une injustice qui n'existait que chez toi, cette injustice. Ouais, bah, après, c'est le truc des gens faibles pour moi de dire, voilà, t'es un jaloux, comme si c'était le sentiment premier chez les hommes, tu vois. Moi, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, la jalousie, c'est pas un sentiment qui m'habite. Ouais. Alors, comme nous tous, on a eu des petites envies, ah, vas-y, tu kiffes sa paire de Jordan ou machin, peu importe, tu vois, peu importe ce qui... Tu peux avoir envié quelqu'un, tu vois. Jalouser quelqu'un à un point où ça t'empêche de dormir la nuit, tu vois, et que dès que tu te réveilles, t'es en train de taper des... Attends, parce que là, de quelle jalousie tu parles? Parce que là, il parle d'un ancien invité que vous avez vu. Fernand Lopez, par exemple. C'était ça. Ouais. Moi, c'est pas forcément que de Fernand Lopez, mais si tu veux, on peut en discuter. Moi, Fernand, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai apprécié interroger, avec qui j'ai apprécié parler. Après, j'ai vu effectivement que il a été pris dans des polémiques les unes les autres. J'ai vu aussi toi, ce qui s'est passé aussi vis-à-vis de toi. Waouh, parfois, je me suis dit, est-ce que t'étais objectif dans ce que tu disais ou est-ce qu'il y avait pas une espèce de... Je pense que je suis pas animé. Quand je clash quelqu'un, et encore une fois, le terme clash... Ouais, tu l'aimes pas trop. Hein. Je l'aime pas. Parce que ça, il y a encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils sont friands de clash. De buzz. Et il y a des mecs qui le font très bien, mais qui le font pour avoir du buzz, pour exister. Moi, je le fais pas du tout pour exister. Je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces pour moi de me faire connaître, de me faire médiatiser et de balancer ma brand, comme disent les Américains, tu vois, ma marque. Il y a des façons plus efficaces et plus qualitatives et qui me mettent mieux en avant de façon positive que de clasher les gens. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être con pour se dire aujourd'hui, tout le monde va me kiffer parce que je clash les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vais avoir du buzz. Oui, je vais avoir des passages sur mes réseaux et tout ça. Mais me dire, les gens, ils vont m'adorer, ou ils vont me kiffer, ou ils vont machin, ou ils vont me donner de l'oseille parce que je clash les gens, ça, faut être con, tu vois. Je pense qu'encore une fois, il y a des façons plus positives et il y a des façons plus efficaces pour buzzer et avoir des followers que de clasher les gens. Donc, ça, c'est pas du tout ma motivation. Encore une fois, ma motivation, c'est parce que je vois de l'injustice. Et quand je vois de l'injustice et que je sais que c'est de l'injustice, je peux pas fermer ma gueule. Tu t'estimes aujourd'hui être un lanceur d'alerte? Alors ça aussi, c'est un terme, j'ai du mal avec. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression, hein, peut-être je me gourre, mais aujourd'hui, les gens... Parce qu'à l'époque du Covid, j'ai mon compte Instagram qui était un compte Instagram purement auto-branlette, tu vois. Moi, torse nu, avec la tablette de chocolat, avec mes ceintures et tout ça, tu vois. Auto-masturbation.
Cyril Diabaté, c'est le meilleur et tout ça, c'est le plus beau et tout ça. Cliquez sur moi. Vous en verrez plus. Cliquez, vous en verrez plus. Les paillettes. Il y a le lien OnlyFans. Voilà, Lâchez-vous. Voilà, Allez, cliquez sur faites-nous moi plaisir. et tout, tu montres un peu de surf et tout ça. Mais en vrai, tu sais, t'as des petites minches dans les... Non, normal. T'es beau et tout ça, Ouais, machin. ouais. Mais en vrai, il y a des meilleures... Il y a des meilleures façons d'utiliser ses réseaux sociaux. Ouais. Et quand il y a eu le Covid qui est arrivé et qu'encore une fois, il y a l'injustice qui m'a tapé de plein fouet et je me dis, mais attends, ils se foutent de la gueule de qui, là? Comment ça, en haut, en bas, tu restes chez toi, tu te fais des auto-attestations, comment ça? J'ai dit, comment ça? Et donc, j'ai commencé à parler de ce truc-là, cette injustice-là. Et très vite, je te jure qu'il y a des moments où j'avais plus 300 followers par jour. Et à la fin de la journée, il me retirait, Instagram me retirait 300 followers. Et je comprenais pas. Je disais, attends, je voyais des notifications, toute la journée, il y avait des followers. Et très vite, j'ai été rangé dans une case. Donc, j'ai changé mon Instagram, c'était Cyril Diabaté, tout simplement, avant. Et je l'ai changé, j'ai changé de nom et je me suis appelé Summer de Graines, tu vois. Et donc, j'ai arrêté de... Tout d'un coup, j'ai arrêté de poster tout ce qui était sportif, de l'autobranlette et tout ça, parce que j'étais habité par un autre truc. Ouais. Bien sûr. Et que du jour au lendemain, d'ailleurs, mon Instagram, il existe toujours, mais tu vois, du jour au lendemain, j'arrête de poster des photos de moi. Toi, ouais, Machin, c'est que des trucs qui ont rapport avec la période Covid qu'on a vécue. Les contenus changent. Voilà, ça change du tout au tout du jour au lendemain. Et tout d'un coup, on essaie de me faire rentrer dans des collectifs de lanceurs d'alerte, de machin. Il y a plein de lanceurs d'alerte qui se rajoutent à moi. Ah ouais, bro, c'est mortel ce que tu fais et tout. J'adore ton contenu et tout ça. Mais ça me dérangeait d'être estampillé lanceur d'alerte parce que ça fait... comment te dire, ça fait encore une fois le mec qui est en recherche de buzz. Ah non. Alors, attends, Vas-y, ma je te perception, laisse. Ouais, je te laisse. à moi. Mm. Ça fait encore le mec. C'est comme quand un mec qui dit ouais, t'es un clasher et tout ça. Non, t'as vu? Ouais, bien sûr. Pour moi, ce que je produis, c'est pas du clash. Pour moi, ce que je dis, c'est je dénonce une injustice. Encore une fois, tu vois. Donc un justicier. Un justicier masqué. Non, je suis même pas masqué en plus. C'est le nouvel mais Instagram. Non, mais Summer de Graines, c'est très bien. Et à quoi Ce genre de gars. tu me fais penser à cette image-là? Je sais pas si ce sera filmé. Malcolm X, en 65, on lui demande dans l'interview, il est très sérieux comme ça, on lui parle il dit oui, parce que la mort de Kennedy, on lui dit, do you consider yourself as militant? Est-ce que tu te considères comme militant? Il éclate de rire. Et il dit non, je me considère comme Malcolm, simplement. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Alors, sans me comparer à lui, attention. Hein, parce Toi, que t'es Cyril. après, les gens, ils sont vite sur les. Non, je ne suis pas Malcolm X. Mais, Tu es Malcolm dans la série, la petite série. Voilà. Arrête. Non, Non, mais Je lui ressemble plus à lui que. mais tu sais, t'as déjà fait des tests ou pas? Deux. Des tests, tu sais, pour savoir. Il y a la notion de zèbre. On t'a déjà parlé de cette notion? Ah ouais. T'as déjà Au fait des tests? potentiel, ouais. Non. Non? Ok. On m'a suggéré, mais non, Ok, j'ai pas fait. Alors tu disais, oui. Non, je pense que lanceur d'alerte, c'est un truc, c'est encore une fois un terme aujourd'hui qui est pour moi une connotation péjorative, tu vois. C'est comme complotiste. Je me revendique plus en étant complotiste, entre guillemets, parce que c'est un terme péjoratif qui est utilisé en tout cas de façon péjorative par les médias aujourd'hui. Et ben moi, j'embrasse ça, tu vois. Je préfère aller à contresens. C'est-à-dire que aujourd'hui on dit c'est un complotiste et tout ça. Je dis ouais, je suis complotiste, vas-y, mets-moi ça, tu vois. Je préfère ça que clasher, lanceur d'alerte et tout ça. Parce que je prends ce truc-là à contre-pied et pour moi, aujourd'hui, de toute façon, c'est quoi un complotiste? C'est quelqu'un qui se pose des questions. Qui doute, oui. C'est quelqu'un qui réfléchit. on lui balance la version officielle et tout de suite il est c'est bizarre quand même ton truc, tu vois. Tu l'as déjà vu le film Complot avec Mel Gibson? Oui, alors c'est... Non, je dis ça. Tu sais, Mel Gibson, en fait, c'est oui, vraiment... c'est un Même psychopathe. il a une espèce de, Ouais, il est un de peu... passage secret. Ouais, voilà, ça, c'est un psychopathe. Oui. Et dans les 20-30 secondes de ce film, il te sort des complots de ouf. Mais tous sont vrais. Mais tu pourrais jamais croire qu'ils sont vrais. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on arrive à une certaine vérité. Aujourd'hui, pourquoi on dit lanceur d'alerte? La notion de lanceur d'alerte, c'est qu'il y a quand même
une envie de dire aux gens, de protéger les gens, Oui. en se mettant en risque, en fait, personnel. Ouais, Alors, je sais que toi, tu le vois pas parce que tu fais 2 mètres, mais tu prends quand même des risques. Non, mais je l'ai vu, je peux t'en parler très rapidement. Tu vois, il y a un moment donné, juste pendant début, je crois, 2022 ou 2021, un truc comme ça, en plein Covid, on me contacte, il y a comment ça s'appelle? Merde. Un fonds d'investissement qui m'a contacte. Et par le biais de quelqu'un qui me dit, voilà, on aimerait bien te rencontrer par rapport au MMA, on aimerait bien investir dans le MMA. D'accord? Un fonds d'investissement. Ouais. Je me renseigne sur le fonds d'investissement, je vois c'est un truc, c'est la branche européenne d'un fonds d'investissement américain. Ouais. Et je vois le truc qui pèse. Je vois le truc qui pèse des milliards. Ouais. Là, on ne parle pas de centaines de millions, ou même des millions. On parle de milliards. Et je vois le truc et tout, je vois, ils ont des bureaux dans toutes les grosses métropoles du monde, tu vois, ils ont un oseille, c'est n'importe quoi, tu vois. Et je vais au rendez-vous dans Paris, et là, je vois un mec qui m'accueille et tout, un Français. Donc là, l'entreprise, elle est américaine, donc il y a des Américains partout et tout, mais le mec qui vient me chercher, c'est un Français, c'est lui qui est le patron de la branche européenne. Et il me fait, viens Cyril et tout, on va dans la salle de conférence avec mes collaborateurs. Donc il s'installe, il a, je crois, 2 mecs avec lui. Et moi j'arrive et tout, et il me fait, bon, d'abord Cyril, c'est un honneur pour moi de t'accueillir. Moi je suis fan de sport de combat, j'ai à peu près le même âge que le mec, tu vois. Je suis fan de sport de combat. J'ai fait de la boxe taille, d'ailleurs je continue de faire la boxe taille, j'ai mis mon fils à la boxe et tout ça, machin, tu sais, il me raconte un truc. Donc, je me dis dans ma tête, putain, passion commune, top, tu vois, sport de combat et tout ça. Il fait, voilà, j'ai suivi ta carrière, d'abord ta carrière en pied-point, donc ça fait super longtemps qu'il me connaît, ta carrière en pied-point et ta transition vers le MMA. Nous, le MMA, c'est un truc qui nous intéresse fortement. Et on aimerait bien t'entendre sur le sujet. Et là, je pars sur un monologue d'1 heure où j'explique l'état des lieux, tu vois, du MMA français. Donc, on vient de connaître la légalisation, mais ça n'a pas encore démarré, puisqu'il y a le Covid. Ouais. Mais je sais que dès que le Covid c'est fini, ça va démarrer. Je le sais, ça fait 20 ans que je dis. Et donc, le mec, il m'écoute, et je dis, voilà, j'ai ce projet-là, j'ai ce projet, ça, j'ai ça comme projet, j'ai plusieurs projets qui tournent autour de l'univers du MMA. Il m'écoute, et je vois, il est en train de noter des trucs, ses collaborateurs, ils sont en train de noter des trucs. Et à la fin de la conversation, ils me disent, bon, franchement, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et je dis, comment ça? Il me fait, ouais, bah tes projets nous intéressent. Je dis, ok. Mais il y a ça nous intéresse. Je pense il regarde vite fait ses collaborateurs, il fait, ouais, il y a ça qui m'intéresse. Je pense qu'on lancerait ça d'abord. Il fait, les mecs, ils disent, ouais. Machin. Donc je suis là, c'est quoi ce délire? C'est trop rapide, comme du due diligence, c'est un peu rapide, mais oui. Et le mec, il me dit, bon, par contre, nos investissements, c'est pas moins de 10 millions d'euros. Donc, ton projet, là, c'est un peu light. Ouais. Je dis, bah, c'est facile, on peut le faire, on peut le répéter, machin, c'est pas un problème. Il fait, ok, bah, ta réponse, c'est comme ça que je voyais le truc et machin. Ok, bon, on démarre. Prochaine réunion. Voyez ça avec mes collaborateurs, on se voit bientôt et tout ça. Genre, pas longtemps après, on est en train de mettre en place des trucs. Et on a eu peut-être 3 ou 4 réunions comme ça, des rendez-vous à droite à gauche. Et au bout de 4 réunions, j'ai un appel un jour. Et il me fait, ouais Cyril, dis-moi, il y a un truc, il y a un de mes collaborateurs qui me met au courant là. C'est à toi le compte Summer de Graines? Et j'ai dit, ouais. Il me fait, ah ok. Ouais, parce que là, ça pose problème quand même. Et j'ai dit, comment ça pose problème? Il fait, ouais, parce que, bon, bah, nos associés, nos potentiels partenaires, ils vont pas voir d'un bon œil que tu as un compte comme ça, tu vois. Surtout si on mise sur toi. Il me dit, et encore, on ne sait pas si on peut tout effacer, tu vois. Je dis, mais moi, en vrai, tout effacer, comment ça, tout effacer? Je dis,
Et en gros, il m'a fait comprendre que C'est soit l'un, soit l'autre. soit l'un, soit l'autre, et c'est pas forcément sûr que... Et je lui ai fait comprendre aussi que moi, il n'y a pas que l'oseille qui me drive dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que investir des millions sur moi qui me drive dans la vie. Il y a aussi le fait que il faut que je sois capable de rentrer dans ma salle de bain tous les matins, de me voir dans le miroir et d'être content de ce que je vois. Tu vois, si maintenant, demain, on me dit, ouais, on va t'investir 1 million, machin, mais tu fermes ta gueule, tu dis plus ce que tu disais, l'injustice, tu mets tout ça de côté, tout ça, machin, je sais que le reflet que je vais voir tous les matins, il va être bizarre, il va être suspect. Attention, moi, je suis papa. J'ai 2 enfants, j'essaie de les élever d'une façon, d'une manière à ce que ils soient armés pour ce monde. Ils soient prêts pour ce monde. Un peu comme Sarah Connor avec John Connor. Elle l'élève de façon à ce qu'il soit optimum. Qu'il soit prêt à ce monde, tu vois. C'est super cette image parce que on se demande, moi aussi je suis papa, et est-ce que tu veux les préparer à ce monde ou est-ce que tu veux les préparer à changer ce monde ou est-ce que tu veux Les toi-même changer ce monde? Tu vois un peu les trois. Ouais. Les trois. J'essaye, encore une fois, tu as vu, et c'est même pas un choix. Hein. Là, les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est que quand le mec il me fait comprendre qu'il y a un investissement de plusieurs millions, mais il faut que je ferme ma gueule, c'est pas un choix que j'ai fait. C'est parce que je suis... Foncièrement, c'est moi. Tu vois. L'injustice, tu me mets de l'injustice. Je me suis retrouvé dans des situations où j'ai vu de l'injustice devant mes yeux. Bah, j'ai pas calculé le pourquoi du comment. Est-ce que c'est risqué pour moi? Est-ce que machin? J'y suis allé. Parce que je ne peux pas faire autrement. C'est pas un choix, tu vois. Je me suis retrouvé, je me souviens, on était en vacances avec mon petit cousin. Mon petit cousin, il devait avoir, je sais pas, je devais avoir 24 ans à l'époque ou 25 ans à l'époque. Mon cousin, il avait genre 17 ans, un truc comme ça. On est en train de marcher dans la rue et on voit un mec se faire racketter devant nous. Et devant lui, il y a peut-être 6 lascars. Tu dois avoir 17, 18 ans, tu vois, et lui, il se fait racketter par des petits gremlins, tu vois. Et on voit ça de loin, tu vois, et je capte tout de suite qui est, tu sais, le body language, le langage corporel, tu comprends ce qui se passe. J'arrive, je me rapproche. Je vois le petit, il est en panique et tout, et quand il me voit arriver, tu sais, il voit une petite lueur d'espoir dans... Tu vois. Au secours. Et donc, il me dit rien et tout, et je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et le mec qui est en train de le racketter, le chef de la bande, il se retourne, il fait non, il n'y a rien, tranquille, c'est notre pote et tout. Et je dis non, c'est pas ton pote. Et j'attrape le mec et je lui dis vas-y, viens avec nous. Et les mecs, ils voient leur gagne-pain, tu vois, qui se barrent. D'autres qui sont un peu là, ils sont les autres, ils regardent le feuchet, ils se disent ouais, qu'on le laisse partir et tout ça. Et moi, je lui mets un coup de pression, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'on était 2 et ils étaient 6. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'étais plus âgé et plus grand et machin, ils sont quand même 6. J'ai pas calculé ça. Parce que quand il y a de l'injustice, je suis obligé d'agir. C'est pas un choix. Donc, pour en revenir à Fernand Lopez ou peu importe, ou Gaëtan Lebris ou tous ces mecs-là, c'est pas le clash que je cherche. Je cherche pas à clasher des gens ou à faire du buzz ou à avoir des followers. Je m'en bats les steaks. Ça, je m'en bats les steaks. D'ailleurs, encore une fois, j'ai 18 000 followers. Je passe beaucoup de temps à communiquer sur les réseaux. Je sais ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir plus de followers. Je le sais. Je le sais très bien. Tu vois, je pourrais très facilement avoir le double ou même 10 fois ça. Mais il faudrait que je fasse des trucs qui ne me plaisent pas et qui vont à l'encontre de qui je suis. En fait, c'est l'alignement. Toi, tu te considères être quelqu'un qui... Moi, il faut que je sois fier de moi. Voilà, il faut marcher selon un alignement, est ce que je peux comprendre. Par contre, on t'a vu, t'as sorti encore d'autres noms, et j'ai connu des gens, quand t'es derrière eux, tu les lâches plus. Ouais, je les lâche pas, ouais. Oui, c'est le... mais un peu un fit, ouais. Faut pas qu'il y ait quelque chose. Devient S'ils sont une injustice que t'as fait quelque part, méfie-toi, il va te traquer jusqu'au bout, et ça devient une investigation, il va mener, il va sortir les dossiers. Spécial, ça. Ah non, mais contrairement aux journalistes... les informations viennent, c'est ça? Ah, moi, je vais creuser, poteau. C'est intéressant. Bah, il peut venir travailler pour les funérailles de Tabou. Non, mais c'est super. Non, je creuse. Ah ouais, je suis...
déterminé, poteau. Je suis déterminé. Il a eu un clash dernièrement avec une personne qui est un autre combattant. J'ai jusqu'à un moment donné que tu ailles sortir quand même des faits sur sa vie qui sont intimes quand même. Et t'as été... Intime à partir du moment où lui il publie lui-même ces faits-là, c'est plus intime, tu vois. C'est plus à partir du moment où il choisit de mettre ça sur les réseaux et que c'est du domaine public. Allez, advienne que pour. Ah, toi, tu parles de Lebris qui a tabassé sa meuf. Poto, moi, je suis combattant. Je suis quelqu'un, je pense, avec certaines valeurs bien ancrées. Enfin, c'est pas que je pense. Je suis quelqu'un avec des valeurs bien ancrées. À partir du moment où tu es un mythomane qui te fait passer pour quelqu'un de valeureux, direct. t'es quelqu'un qui te fait passer pour quelqu'un de valeureux. Qui te met en avant, qui joue le kéké un peu. Qui joue le kéké, mais qui met en avant tout le temps des valeurs et tout ça, et que tu tabasses une meuf, tu la mords jusqu'à l'os, tu l'envoies à l'hôpital, aux urgences et tout ça, et tu la piétines par terre. Tu vois, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser. Non, là, Donc effectivement, oui, j'étais sur ses côtes pendant X temps. Après, je l'ai laissé dans sa merde parce que il a été rattrapé par la justice et tout ça, tu vois. Mais l'injustice, c'est quelque chose qui m'anime. C'est quelque chose qui... et encore une fois, c'est pas un choix. Je le fais pas pour du buzz ou du followers ou je ne sais quoi. C'est pas... Est-ce qu'on peut te voir député? Là, on va devoir bientôt terminer, mais là, tu nous as parlé. Franchement, moi, j'aime bien parce que tu as l'air vraiment très aligné. Je t'invite à regarder ce que c'est qu'un zèbre. Tu vois, le snake devient pitbull et maintenant il va devenir zèbre. Mais est-ce que tu as envie de devenir député? Pourquoi pas député? Parce que tu nous as parlé d'un parti politique. Mais il t'a dit que c'est pas. Non, mais attends, la politique, c'est pas son truc. Et maire. Tu veux faire rentrer un rond dans un carré ou un carré dans un rond. Lui. Demain, je me découvre une passion pour la politique, en tout cas pour le métier de politicien. Tu vois, le métier, je sais pas, mais tu es déjà dans la politique. Oui, mais il est déjà tu dedans. sais, il y a différents postes dans la politique. Par contre, si toi, un jour, t'es amené à être dans la politique, je sais pas, non, c'est pour te donner un exemple. Il faut des gens qui, dans ton cabinet, qui mènent des vraies investigations pour aller chercher des informations. Et lui, là, tu peux aller le chercher à ce moment-là. Là, il t'a... Dans ce monde-là de la politique, vu que j'ai cru comprendre un peu le personnage, d'être mis en avant comme ça, c'est pas le truc de Cyril. Par contre, d'aller chercher les dossiers sur éventuellement quelqu'un qui se dit, qui met ça en avant sa probité. Oui, mais moi, je suis... Il faut faire attention, faut pas faire ci. Faut faire ci, faut faire ça. Et derrière, le mec, il fait tout le contraire. Derrière, il y a peut-être Cyril qui sera là à noter, à prendre des notes. C'est le Secret Service. Ouais, voilà, Secret Service. Non, moi, je vois, c'est tout au long de l'entretien, là, de l'échange. Tu vois, tu nous as emmenés dans des zones qui sont personnelles d'entrée de jeu. Et au final, on voit que de cet enfant qui accompagne sa mère, consciemment ou pas, développe en fait des compétences. Il acquiert une résistance, une résilience. Quand c'est compliqué, il n'a pas peur d'y aller. Et c'est la même chose qui te mène à la fois dans ce qui va être les sports de combat, puis après, justement, à être précurseur pour les MMA. De la même manière, tu prends la parole à contresens du politique pour détruire le discours politique. Sans avoir l'appareil d'un parti. Complètement. Sans être dans une équipe, sans avoir, voilà. Et là, tu nous dis même sur la fin, si les gouvernements de ce que j'appelle de mes voeux, l'État fédéral d'Afrique noire se mettent à vouloir créer un service secret, tu pourrais être ce Paturel qui viendrait et travaillerait pour... Je pourrais être un agent, genre. Bon. Non, mais ce que je vois, c'est tu nous as fait voir, en fait, moi je pensais qu'on allait parler de pieds-points, boxe, tout ça. La porte se ferme, je dis la cage, allez, on est enfermé avec le snake. Mais en fait, tu nous as emmenés dans un autre univers tout entier. Donc pour ça, moi, je te remercie vraiment. Merci à vous. Et je me demandais, est-ce que toi, tu as 30 années derrière toi, là, 35 années où tu es sport de combat, est-ce que tu te voyais là à parler de ce positionnement-là, qui est un positionnement de citoyen, qui est seul libre penseur, mais qui est un combattant aussi à sa manière. Est-ce que tu voyais ça? Non, je pense que ma grande gueule, je l'ai toujours eu. Mon courage à dire ce que je pense, je l'ai toujours eu. Même ça m'a valu des corrections quand j'étais plus jeune.
ça m'a jamais quitté. Avant même que j'ai fait des sports de combat, c'était le cas. Aujourd'hui, je pense que la pratique des sports de combat a étoffé ce truc-là, a exacerbé ce truc-là. Aujourd'hui, clairement, j'ai aussi la confiance en moi que m'ont donné les sports de combat, tu vois, les arts martiaux. Donc, j'ai encore moins peur qu'avant de dire ce que je pense, tu vois. Et je pense aussi que le fait d'avoir voyagé, j'ai énormément voyagé grâce à mon sport. J'ai vu plein de cultures différentes, des civilisations différentes, des façons de penser différentes. Je me dis aussi que j'ai la chance d'habiter la France et que j'ai envie de me battre pour que la France soit encore mieux parce qu'elle est en train de se détruire, tu vois. Sûr. Donc, ça me donne encore plus de feu, tu vois. Ça me donne encore plus de carburant à mon moteur. Très politique. Philippe, est-ce que tu veux dire un Un dernier mot de la fin, ouais, Ouais, bien le sûr. mot de la fin pour moi en ce qui me concerne. Donc, je voudrais juste exposer quelque chose à Cyril. On nous voit beaucoup comme un média, disons, communautaire. Quand on parle de communautaire, c'est de voir quelque chose qui est négatif, de vouloir élever les consciences, de vouloir mettre un peu d'égalité, de vouloir aider certains à entre guillemets, devenir ce qu'ils veulent être et non ce qu'on leur impose ou ce qu'on leur a dit d'être ou ce qu'on leur montre comme image. Ça, c'est un peu notre leitmotiv, tout en étant dans... On est entre nous, mais on peut inviter tous les autres. Je te l'ai toujours dit. Et c'est vrai, quand tu as vu le média, tu m'as dit, oh, ça... non, j'étais rassuré. Non, c'est pas Black Power. Et en tout cas, retrouvons un peu de notre pouvoir. Et Cyril, j'ai envie de te dire, par ce message, nous subissons une grosse injustice. Ah ouais? Et oui, effectivement, moi, c'est le producteur qui va te parler. J'investis beaucoup dans ce média et on est très peu... en fait, YouTube, déjà, nous démonétise pour toutes les vidéos. Maintenant, j'aime à le dire qu'on pourrait même mettre un dessin animé Disney sur cette chaîne YouTube qu'on nous démonétiserait. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. On a amené des historiens. On essaie de montrer un peu une histoire, un narratif différent de ce qu'on nous a mis en avant. Et tout en voulant être dans la vertu, si tu veux. Et tout ça, quand tu parlais d'injustice, je voulais t'en parler. Et mon dernier mot, en fait, de la fin serait si, bien entendu, tu souhaites avoir un poste, tu l'as chez nous pour rétablir et devenir pour revenir un fer de lance. S'il te plaît, va tous leur dire qu'à un moment donné, il y a une grosse injustice que subissent les funérailles des tabous. Mais en soi, nous, c'est ce qui nous anime, on ne lâchera rien. C'est ça qui est bon. Ça qui est bon. Clairement. Moi, pour rebondir à ce que tu disais, pendant très longtemps, nous, la Snake Team, mon école, existe depuis 1999, donc ça fait 26 ans. Le hasard a fait que les grosses têtes de la Snake Team, les champions et les anciens champions de la Snake Team, étaient tous blacks. D'accord ? Et pendant très longtemps, on a été estampillés pro-black, black power et tout ça. Et moi, je suis pas du tout communauté, machin, parce que je vois le côté négatif du truc. Mais j'ai eu ces 4 champions qui étaient black. J'ai pas eu de champion blanc, d'accord. Et je me suis toujours défendu face à ce truc-là, parce que je veux que les gens sachent déjà que dans mon sport et dans ma salle, il n'y a pas de place pour noirs, blancs, arabes, asiates ou je ne sais quoi. Il y a juste de la place pour des passionnés. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est ce que j'ai retrouvé aujourd'hui. Okay. Ah, super, on fait partie de tes champions. Alors, pour conclure rapidement, c'était les funérailles des tabous. On a pu voyager justement dans cet univers des lanceurs d'alerte, des semeurs de graines. C'est vrai que c'est important d'être authentique. Cyril nous a montré son authenticité. J'espère que vous en ferez de même. En likant, partageant justement cette vidéo. Vous pouvez nous soutenir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à vous abonner. Les funérailles des tabous, c'est votre émission. On se bat pour vous. On peut dire à très bientôt. Merci encore. Merci. Avant de se quitter, retenez bien ceci. Les plus grands bouleversements ne commencent pas par des révolutions, ils commencent par des prises de conscience. Et aujourd'hui, plus que jamais,
Le vrai pouvoir ne se crie pas, il se construit, brique par brique, investissement par investissement. C'est dans cette logique que nous avons lancé les piliers de l'enrichissement, un programme conçu pour relier ceux qui veulent avancer à ceux qui ont déjà franchi les étapes. Des mentors aguerris, issus de l'immobilier, de la bourse, de la crypto-monnaie, du business en ligne, du mindset et du développement personnel, de l'entrepreneuriat, des femmes et des hommes qui partagent ce qu'ils ont appris, expérimenté et transformé en résultats. Nous avons imaginé 3 niveaux d'accompagnement pour nous adapter à votre rythme, à votre vision et à vos moyens. Pour celles et ceux qui démarrent doucement, nous avons prévu ça. Pour ceux qui veulent apprendre vite et bien, pareil. Et pour ceux qui veulent exploser les plafonds, guidés par des experts, vous avez les liens dans la description où vous pouvez directement aussi, si vous le souhaitez, réserver un appel avec un membre de notre équipe pour adapter le programme. Parce que l'enrichissement, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. Et plus nous serons nombreux à réussir, plus notre communauté deviendra incontournable. Quand le savoir circule, la richesse s'enracine. Et quand les deux se croisent, une nation renaît. À très vite pour continuer à apprendre, construire et poser les fondations d'une puissance afro consciente et assumée.